circulation, je ne sais pas. Alors, Maya, peut-être qu'on peut arrêter la musique. Et Rosa, je t'inviterai à présenter votre projet, si ça te va toujours, avant qu'on commence la présentation principale. Peux-tu ouvrir ta caméra? Je pense que peut-être Rosa, comme elle est avec une garderie. Salut Amaranta, je ne t'avais pas vu. Bienvenue alors Amaranta Quintana, qui est une étudiante à l'École d'innovation sociale et qui est là pour nous présenter rapidement leur projet de centre intergénérationnel. On t'écoute, ma chère. Oui, alors Alice avait commencé par demander à Rosa. Rosa est l'une des 5 cofondatrices du Arbre de sagesse Centre intergénérationnel. En fait, je vais prendre la parole parce que c'est ça, Rosa, en ce moment, elle est avec la garderie en milieu familial, donc c'est un petit peu plus simple pour moi de prendre la parole. Dans le fond, notre projet Arbre de sagesse, c'est vraiment, ça a été cofondé par 5 femmes pour la majorité des immigrantes, pardon. Puis, en fait, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est de promouvoir des activités de rapprochement entre les tout petits enfants et les aînés. On vise vraiment la création d'une garderie pour des enfants de 18 mois à 5 ans, ainsi qu'un centre de jour pour des aînés dans un environnement sécuritaire où est-ce qu'il règne la dignité et la bienveillance, vraiment pour privilégier les liens entre ces 2 générations et encourager le savoir-faire et le savoir-être de ces 2 différentes générations. Tout ça pour avoir un sentiment d'appartenance dans notre communauté, se sentir utile socialement et briser l'isolement de ces deux générations. Éventuellement aussi, le centre, on vise l'accueil de personnes nouvellement arrivées au pays pour une intégration dans le milieu de l'emploi, donc vraiment donner une opportunité comme un premier travail. Notre projet a déjà fait un tout premier projet pilote avec un centre, une coopérative pour aînés. Donc, c'était la garderie justement de Rosa qui se déplaçait vers ce centre de jour et on faisait des activités avec les aînés participants bénévoles et les tout petits de la garderie. Donc, on a déjà eu un premier projet pilote qui s'est vraiment très bien déroulé. Là, en ce moment, on est officiellement un organisme à but non lucratif. Donc, on est super contente. Ça fait pas très longtemps. Puis, voilà, dans le fond, ça résume un peu l'essentiel. En temps de COVID et de pandémie, malheureusement, il faut qu'on restructure un peu ces activités intergénérationnelles. Donc, en ce moment, on est un peu dans l'idéation et dans la mise en pratique des activités plus par Zoom ou par des échanges sur Facebook, par exemple. Donc, tout ça est en foisonnement en ce moment, donc c'est pas encore super bien ficelé, mais ça s'en vient. Voilà. Merci beaucoup, Amaranta. Je me demandais si tu voulais juste peut-être nous dire une phrase ou deux sur le concept de lien intergénérationnel qui est vraiment au cœur de votre projet. Oui, dans le fond, nous, ce qu'on vise vraiment, c'est essayer de créer des ponts entre les différentes générations. Donc, que ce soit ce qu'on vise vraiment beaucoup, c'est les aînés et les jeunes enfants, mais aussi à travers justement le centre intergénérationnel, ça serait de même la communauté qui vienne et qui puisse partager ses différentes visions de comment est la société, des activités, tout ça. Donc, à travers soit des cafés repères ou des cuisines communautaires. Donc, vraiment essayer de retrouver cet esprit de communauté entre tous et toutes. Donc, pour nous, c'est vraiment ça. C'est créer des ponts, créer des liens et avoir une communauté beaucoup plus bienveillante dans l'ensemble. Je te remercie beaucoup. Là, c'est Ethel qui semble être perdue dans le trafic. Je suis vraiment désolée, tout le monde. Elle était là au début, donc puis je la vois, elle est en ligne. Je ne sais pas ce qui lui arrive en ce moment, mais je vous demande d'être juste un petit peu patient. Ah, te revoici.
Alors, on y est Merci. presque parti pour la session principale. Je vous présente donc Ethel Côté, qui est présidente fondatrice de Mécénès et d'Institut social, impliquée activement en économie sociale et solidaire depuis 40 ans. Elle est une entrepreneure sociale, une agente de changement, une tisserande en innovation sociale et une leader en développement économique communautaire, particulièrement des entreprises collectives avec une perspective de genre en Ontario, au Canada et à l'international. Elle a formé plus de 37 000 personnes et accompagné plus de 600 organisations, entreprises d'économie sociale et coopérative. Et aujourd'hui, elle nous parle de tout ce que vous devez savoir sur la gouvernance. Merci, Ethel, d'être là. Merci. Puis là, les gens doivent se demander, on convoque un webinaire à midi, puis l'animatrice, la personne ressource n'est pas tout à fait là. C'est que j'ai une entente avec l'atelier parce qu'il y a une radio communautaire qui est une entreprise d'économie sociale dans la région d'Ottawa où est-ce qu'on fait toujours un lien entre toute l'innovation sociale que l'on parle en ligne et aussi la communauté. Puis ça rejoint aussi une communauté vieillissante. Donc, c'est souvent des laissés pour compte dans plusieurs de nos beaux projets d'innovation. Donc, ceci dit, je suis vraiment contente d'être là. Merci beaucoup, Maya, pour l'accueil et la musique. C'est toujours facile. J'étais là bien avant tout le monde en passant pendant 15 minutes à écouter la musique extraordinaire. Et je connais bien le projet. Puis merci beaucoup aussi d'avoir partagé, Rosa, puis et ta collègue. Ceci dit, oui, je vais vous parler de gouvernance. Puis en dedans d'une heure et quart, une heure, parce que là, ça fait déjà 15 minutes, de vouloir faire une session interactive, assurément, on ne peut pas aller dans le détail de tout, mais je vais essayer de vous donner le plus d'éléments clés. J'ai aussi tenu compte de la réalité, hein? On ne peut pas se fermer les yeux, on est en plein COVID. Et puis, Alice, quand tu me fais signe au Maya, si jamais le problème technique, là, ceci dit, il y aura des moments interactifs avec Menti, puis là, Maya va sans doute repartager le thème, le chiffre, puis vous allez avoir besoin de votre téléphone. On le dit tout de suite parce qu'à quelque part, c'est vraiment intéressant de voir les données en temps réel qu'on réussit à collecter quand on est en pleine session de formation. Donc, vous étiez invité à une session sur la saine gouvernance. Moi, je rajoute le mot gouvernance démocratique. Au Québec, c'est le CSMO qui a vraiment développé des excellents outils. Si vous ne connaissez pas cette ressource-là, CSMO, en francophonie canadienne, j'en parle partout. Je mets des liens, mais je vous invite vraiment à aller voir leur site. Ils ont des ateliers, des webinaires, mais surtout des ressources. Donc, oui, on va toucher à c'est quoi la gouvernance, la gestion participative, créer des dynamiques positives. Ça tourne beaucoup au niveau de qui est impliqué, comment on est impliqué, nos rôles, nos responsabilités et la limite de ces rôles-là, parce que des fois, dans nos organisations, il y a de belles dynamiques où est-ce qu'on sent qu'on travaille dans une belle complémentarité. Et d'autres fois, on sent qu'on se fait plier ses orteils puis on ne sait pas comment gérer ça, puis on ne sait pas comment l'amener et où l'amener. Et les outils qu'on doit se donner. Donc, assurément, aujourd'hui, les 20 dernières diapos, qui sont différents outils, des matrices de compétences pour recruter des bénévoles, plein d'autres outils d'auto-évaluation. Ça, je ne pourrais pas toucher ça aujourd'hui, mais comme Maya a dit, la belle magie du virtuel, quand vous allez recevoir la présentation, vous allez avoir ces différents outils-là, ces différentes ressources-là. Et les sources sont mentionnées, donc vous allez aussi chercher les éléments. Donc là, c'est notre premier test brise-glace. Je vais vous demander de prendre votre téléphone. Comment ça va aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, je vais vraiment, vraiment, vraiment très mal ou youpi, ça va super bien. On va voir, c'est un petit test pour voir si nos téléphones sont au rendez-vous. Ah, ça s'en vient, 8 personnes. C'est ça, la force de Menti. Là, c'est une petite question assez banale, mais c'est important de faire en temps de pandémie, après 8-9 mois, où est-ce qu'on a vécu confinement, déconfinement, reconfinement, de se poser la question et de se la poser dans nos organisations. Pendant que le monde vote, moi, je peux vous dire, j'accompagne beaucoup des directions générales, des équipes de travail, parfois directement des gens dans différents projets. Puis des fois, c'est des présidences ou des conseils d'administration. Et je me suis mis vraiment à leur proposer de carrément l'ajouter à l'ordre du jour, le premier tour de table de comment ça va. Il y en a qui le font
sont peut-être un petit peu plus technocrates, là, ils font des 6 sur 10, 8 sur 10, 10 sur 10. Il y en a d'autres qui le font avec une phrase, avec des éléments, là, mais au moins on s'entend. Et au moins on a, au sein de notre petite famille dans laquelle on s'investit, bénévolement ou de façon rémunérée, on peut entendre où sont les autres. Et dans la gouvernance, présentement, c'est sûr on va faire référence aux éléments clés. J'ai vraiment élagué dans mes autres présentations, mais j'ai gardé les éléments clés que toutes les lois, que ce soit au Québec, en Ontario, ça nous oblige de savoir et qu'il faut vraiment s'assurer qu'on crée les bons règlements, les bonnes politiques, les bonnes procédures pour qu'on vive ça pleinement. Donc là, il y a 41 personnes. Ben, c'est pas pire quand même. On est dans la petite montagne, c'est pas une montagne russe, mais ça tend vers. Mais on voit aussi qu'il y a des gens qui sont dans la section plus basse et c'est là que dans le collectif, à mon avis, si dans nos petits microclimats, dans nos équipes de travail, les groupes de femmes, on a toujours fait ça. Ça ne fait pas partie d'une nouvelle pratique. Et souvent, quand une personne dit ben moi, ça ne va pas bien aujourd'hui, ben, ce n'est pas une question de la materner ou de la paterner, c'est vraiment une question de respecter où elle est. Elle peut quand même contribuer au travail d'équipe sans peut-être parler moins cette journée-là, puis on peut respecter la personne où elle est. Je pense que ça fait partie d'une bonne pratique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, puis avec l'aide de Maya, qui de temps en temps va me faire des gros bye-bye parce que des gros saluts pour me dire oups, il y a 2-3 questions. Donc, vous pouvez vous servir du chat assurément. Vous pourrez aussi activer votre micro. Des fois, c'est bon aussi d'entendre plus d'une voix, mais on est dans une logique de partage de savoir. À chaque fois que je donne un webinaire, premièrement, moi, je me mets au défi. Je ne donne jamais le même atelier. Donc, hier soir, déjà à minuit, je continuais à rajouter des éléments. Parce que je me suis dit, où est l'innovation sociale dans notre gouvernance quand on voit des organisations qui ont des pratiques de 50 ans passés? Même si les gens sont jeunes, on a de CA à CA ou de personnes qui ont été embauchées maintenu des vieilles pratiques, puis on ne se questionne pas sur comment on pourrait faire autrement, tandis que d'autres, au contraire, ils font table rase, puis sont en train de dessiner des gouvernances vraiment très innovantes. Puis là, vous allez voir, je vais vous amener dans cette dimension-là. Puis si Alice est toujours en ligne, je veux juste te dire, Alice, j'ai une petite diapositive sur l'atelier avec les cercles. Tu vas voir ça à ce moment-là, puis peut-être que tu pourras prendre la parole. C'était toujours en ligne. Quand on parle de gouvernance, c'est de savoir comment on va gérer ensemble, où on doit prendre les décisions, qui doit prendre les décisions, avec qui, comment on va. De temps en temps, ça va nous arriver. Moi, je peux vous dire, dans toute ma vie, puis je commence à être quand même assez vieille, c'est déjà arrivé 3 fois où est-ce qu'il a fallu se poser la question de comment on monte la porte à quelqu'un qui fait du trouble dans notre belle dynamique collective. Ça n'arrive pas trop souvent, mais quand ça arrive, il faut avoir les outils et les moyens pour bien le gérer. Puis quel type de réunion pour avoir quel genre de conversation, pour toujours dans une logique collective d'aller de l'avant, de construire ensemble et de faire de belles choses parce qu'on toutes nos organisations, on répond à des besoins, on répond à des éléments très concrets dans la communauté. Ça, j'en fais pas la lecture, mais ça veut dire que c'est quand même, ça revient, le concept de gouverner les hommes revient à Platon. C'est sûr qu'après ça, dans l'histoire, hein, il y a eu toutes sortes d'interprétations. Ça a même été laissé pour compte, ce concept-là de gouverner, govern, à travers le temps, pour revenir dans le 20e siècle, surtout avec les grandes instances internationales, qui, eux autres, se mettaient au défi de dire hey, de la façon qu'on gouverne, autant au niveau politique que dans le milieu associatif, pas sûr que c'est la bonne affaire. Puis il y avait un souci de dire comment on pourrait nommer quelque chose tout en proposant un nouveau mode de gestion. Et là, le mot gouvernance, governance, puis gouvernance, surtout en anglais au début, puis nous autres, c'est un bel anglicisme, on l'a récupéré. Mais puis vous avez les liens si ça vous tente d'aller lire un peu plus. C'est intéressant de voir les tendances, de voir qu'est-ce qui a influencé qui et à quel moment dans toute cette historique-là. Mais la gouvernance aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ça change vraiment presque tout le temps, parce que c'est porté par des humains, porté par des personnes comme vous et moi qui ont des rêves et qui ont choisi de faire la différence en s'associant avec d'autres personnes, qui ont adopté une cause, donc qui croient dans la mission d'une organisation qui est déjà existante et ont choisi d'aller faire du bénévolat ou ont choisi d'aller y travailler. Et on y amène notre contribution, notre façon de faire, notre façon de voir. Et à ce moment-là, on développe 2 façons de faire ou 2 façons de voir ou 2 styles de travail ou de pratique, fait en sorte souvent qu'on va
co-créer ensemble une nouvelle pratique. Donc, on voit qu'il y a des nouveaux styles, des nouvelles pratiques. Dans plusieurs organisations, on est vraiment en train de se dire, mais comment on pourrait améliorer notre processus d'évaluation? Comment on pourrait améliorer la tenue de nos réunions? Comment on pourrait améliorer notre stratégie pour recruter des membres? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, c'est pas mal toujours les mêmes, puis on est pas mal essoufflés, puis on a la broue dans le toupette. Mais en même temps, il y en a qui trouvent des façons de faire et qui s'adaptent avec comment les gens dans la communauté vivent, que ce soit avec leur famille immédiate, que ce soit en ligne, que ce soit dans quel que soit le cadre qu'ils choisissent de se réseauter. Parfois, c'est l'église, parfois, c'est à l'épicerie, parfois, c'est à la garderie, parfois, c'est au travail. Puis les gens, les organisations, on essaie de se donner des stratégies pour aller chercher les gens où ils vont. Donc, la gouvernance se réinvente continuellement. Toutes les lois au Canada, dans les provinces et territoires, ont été révisées, sauf au Québec. Désolée, les Québécois et les Québécoises, mais je sais que ça fait partie de l'argumentaire présentement. Vous êtes vraiment dans les mêmes souliers qu'on était en Ontario avec une méga loi où est-ce que tu as tous les articles qui touchent les corporations privées, puis tout d'un coup, tu as plusieurs articles qui touchent les organisations communautaires. Puis je sais qu'au Québec, on est en train de revendiquer la refonte de la loi. Nous, en Ontario, maintenant, on a une super belle loi simple et on peut réellement s'en servir comme modèle pour éduquer notre monde puis comprendre. C'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui vont se traîner une copie de la loi en dessous du bras. C'est ça la magie aussi d'être en ligne, c'est que maintenant, on peut télécharger les lois sur nos postes de travail, mais en plus, c'est qu'on peut aussi, dans le cas de l'Ontario, il y avait tellement de règlements administratifs qui est le document clé pour gérer ensemble, qui était pourri quand il y a eu quelques inspections ou même certains audits externes ont noté que les textes n'étaient plus pertinents, n'avaient jamais été mis à jour. C'était même pas en fonction de respecter la loi. Souvent, on avait pris le texte du voisin qui était peut-être un peu défaillant, puis on l'adaptait, puis peut-être qu'on le faisait sans respecter certains articles de la loi. Puis on pense avoir de bons textes qui nous protègent jusqu'à temps qu'il arrive une crise, puis que là, on se dit, mais il est où l'article qui nous manque? Il ne faut pas oublier que les lois ont toujours préséance sur nos propres textes. Mais en Ontario, ce qu'ils ont fait cette fois-ci, c'est qu'en ligne, ils ont mis même un modèle de règlement administratif pour même simplifier entre 10 et 15 pages ceux et celles qui révisent leur règlement administratif en fonction de la nouvelle loi ou ceux et celles qui créent une nouvelle organisation peuvent facilement aller chercher le document puis le mettre à la main. Mais on est dans une logique de participation, de vision partagée, de vraiment s'assurer, même si notre organisme existe depuis 20 ans, 40 ans, 50 ans, qu'on l'actualise, cette mission-là, qu'il y ait toujours une pertinence. Et on le voit de plus en plus dans les pratiques, dans les organisations. Donc, ça, c'est 3 photos ou dessins que je présente souvent dans mes ateliers de gouvernance. Je ne peux pas ouvrir à ce moment-ci parce que je veux vraiment qu'on le partage. Mais quand je demande au monde, qu'est-ce que vous voyez? Ben oui, on est tous et toutes dans le même bateau. Si on fait du bénévolat ou on travaille dans une même organisation, on est dans le même bateau. Est-ce qu'on rame dans la même direction, par exemple? C'est là qu'on voit des fois qu'il peut y avoir des tensions ou qu'on n'est pas clair sur nos stratégies ou sur nos façons de faire. Puis au lieu de sentir qu'on avance, on fait du surplace. Il y en a d'autres qui disent, ben oui, on partage les valeurs, on comprend la vision, on comprend la mission. Mais quand on tombe dans les projets, dans le concret, on n'a pas la même lecture. Donc, vous voyez les deux personnes qui regardent le même objet, qui est un 6 pour un, mais un 9 pour l'autre. Pourtant, ils ne prennent même pas le temps. Ils vont débattre, ils vont s'ostiner au lieu de prendre le temps de peut-être clarifier ce qu'ils voient. Et dans l'image du centre, moi, ce que j'aime, c'est une image qu'on avait prise, une photo qu'on avait prise dans le cadre des formations du mouvement Transition. Si vous vivez dans la région de Montréal, vous connaissez sans doute ce mouvement-là. Puis il y en a dans plus de 4000 municipalités dans le monde. C'est ça le développement communautaire, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un va avoir une idée, on va la partager, ça va faire du pouce, un autre va prendre l'idée, puis tout ça. Ça peut avoir l'air un peu chaotique à un moment donné, donc il faut se donner des moyens pour bien gérer ensemble. Mais il faut se rappeler que chaque organisation est différente, mais le contexte dans lequel nos organisations se créent, se développent, évoluent, grandissent, règlent leurs conflits, c'est le même cadre légal. C'est sûr que d'une province à l'autre, il est un peu différent. Quand le Québec, vous allez avoir refondu votre loi, ça va sans doute ressembler aux lois des autres provinces parce que c'est le souci qu'il y a eu d'un bout à l'autre du pays. Et on dit quand on va revoir les lois des organismes non lucratifs, on va faire des lois qui se ressemblent. Donc, si moi, j'étais dans une organisation en Ontario puis je déménage en Colombie-Britannique, je peux lire la loi de la Colombie-Britannique et m'y retrouver parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances. En passant, ce n'était vraiment pas le cas il y a plusieurs années.
Donc, à ce moment-ci, en temps de pandémie, c'est sûr que même si nos organisations sont différentes, les défis peuvent être quand même partagés. Moi, je travaille, comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup d'organisations, puis on va voir dans la prochaine diapo, ben, tiens, je vais y aller tout de suite. Quels sont, à votre avis, les plus grands défis que vivent nos organisations, votre organisation? Essayez pas de penser à 15 autres. Votre organisation, si vous aviez à nommer un ou deux grands défis que vous vivez. Ça peut être spécifiquement en gouvernance, mais ça peut être aussi un peu plus large parce que donc, je vais vous laisser rajouter. Mais ceci dit, il y en a des défis, on en avait avant, et il y a des défis additionnels en temps de pandémie. Et en sachant, Alice et Maya, qu'on faisait l'atelier, pas il y a 8 mois passés, mais aujourd'hui, j'ai été faire de la recherche auprès de gens qui ont commencé à documenter au sein des organisations. Entre autres, le chantier de l'économie sociale a été cherché avec le CSMO, un sondage auprès des organisations. Nous, on le fait dans notre propre communauté aussi pour aller voir comment la pandémie affectait nos organisations. Puis de là, ben, on fait le parallèle déjà aux défis qui existaient dans plusieurs des organisations. Puis il y a des choses qui ressortent. Donc là, on voit là, les mots-clés. En passant une bulle semblable qui se crée, plus le mot est gros, c'est parce qu'il a été écrit par plus d'une personne. Quand le mot est dans la grandeur standard, c'est que ça vient d'une personne. Il y a 14 personnes qui ont déjà partagé, mais on voit que communication ressort beaucoup. Puis il ressortirait plus grand parce qu'il y en a qui ont écrit la communication et la collaboration. On dit dans le milieu de l'innovation sociale, mais aussi dans le milieu communautaire, que la collaboration fait partie de l'ADN du milieu communautaire. Si on n'apprend pas à collaborer, quel que soit notre statut, notre rôle et la place que l'on joue dans l'organisation, même si on est une personne qui ne parle pas gros ou qui prend trop de place, si on n'est pas dans cette logique-là de collaboration, il y a moins de développement qui se font. Mais oui, la communication est réellement au cœur de plusieurs défis. Soit qu'on est mésinformé, soit qu'on est trop informé, en passant trop informé puis qu'on n'a pas le temps de la lire. C'est comme être mésinformé, de ne pas être capable de communiquer adéquatement aux membres, de ne pas être capable d'avoir un conseil d'administration qui communique bien avec sa direction générale ou sa coordination et avec les employés. Vous avez mentionné l'esprit d'équipe, la mobilisation, les rôles, les rôles, les rôles. Parce qu'on peut tellement, moi je dis souvent, on peut tellement être intelligent en gang, mais on peut tellement être con en gang si on ne se donne pas le minimum pour clarifier certaines choses. Puis une des choses à clarifier, c'est vraiment comment fonctionne notre structure aussi horizontale ou verticale, mais on les voit de plus en plus horizontales, les structures communautaires, puis on va les regarder dans quelques minutes, et clarifier qu'est-ce qu'on s'attend de moi quand je m'implique dans une organisation, quand je travaille dans une organisation, et versus qu'est-ce que les autres s'attendent de moi dans le rôle que j'ai le goût de jouer. Le recrutement de membres devient de plus en plus criant. Les gens disent on a une problématique d'avoir toujours les mêmes. Mais maintenant, je vais vous amener, ça vient de la boîte à outils sur la gouvernance démocratique du CSMO 2007. Je l'ai pris directement du document, mais si vous allez en ligne, ils ont fait des mises à jour. Vous allez revoir que, oui, les communications sont là, mais il y a d'autres éléments. Le manque de temps, la vitalité associative, de créer des milieux où est-ce qu'on garde le plaisir d'être ensemble, de bâtir ensemble, de réaliser des initiatives ensemble. C'est quoi la culture communautaire au sein de notre organisation? Ça, c'est souvent en lien avec nos valeurs. Vous savez, moi, dans les organisations, puis quand je donne on a cette conversation-là, je dis, toi, tu es impliqué, pourquoi? Tu as eu le goût d'aller travailler dans cette organisation-là, pourquoi? Ben, toutes les fois, j'ai posé la question, j'ai eu 3-4 types de réponses. La première, il y a des gens qui me disent souvent, hey, c'est parce que cette gang-là, c'est tellement fun, la façon qu'ils travaillent ensemble. J'ai eu le goût de faire partie de cette gang-là. Et là, c'est à cause de ces équipes-là, ils font vraiment vivent pleinement les valeurs, puis ils les font ressentir aux autres. C'est vraiment les valeurs sur le comment on travaille ensemble. Il y en a d'autres qui vont dire, mon Dieu, que j'aime ce cause-là, là, ça vient me chercher dans les tripes, j'ai le goût d'être là, puis de m'impliquer, puis de donner de mon temps ou aller travailler. Ça, c'est parce que la mission est claire. Le texte, là, les 2-3 lignes qui disent ce qu'on fait pour vrai, notre raison d'être, le purpose, comme on dirait en franco-ontarien,
Ben, c'est parce que ces 2 phrases-là, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me l'expliquer pendant 3 heures. Je peux le lire et ça vient me chercher. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben, sais-tu quoi? Je les ai regardés aller pendant un petit bout de temps, puis j'ai lu des fois des affaires sur les médias sociaux, mais ils sont tellement clairs sur qu'est-ce qu'ils ont, ben, où ils s'en vont, quels changements qu'ils ont le goût de faire dans la société. Puis là, c'est le fun, ces bénévoles. Tous les bénévoles qu'on recrute, puis tous les employés qu'on recrute, c'est le fun, là, parce que chacun amène quelque chose. Mais ceux-là, ils risquent d'embarquer avec nous sur du plus long terme parce qu'ils se disent, je veux m'impliquer pour le changement que cette organisation-là provoque. Comme exemple, les gens qui veulent lutter contre la pauvreté puis qui ont choisi l'alimentation, la banque alimentaire, ils se disent peut-être, moi, je vais me greffer à ça parce que oui, il faut vraiment attaquer cette problématique-là. Donc, vous voyez, en résumé, ça veut dire que quand on n'a pas des bons textes clairs, simples, que les autres ne peuvent pas comprendre par eux-mêmes, qu'on n'est pas capable de bien les communiquer, donc notre vision, notre mission, nos valeurs, ben on se tire un peu dans le pied dans le recrutement, puis aussi comment on mobilise et on garde les gens dans l'organisation. Puis là, Georges, j'aimerais rajouter le mot rigueur. Oui, quand je dis les valeurs, ben, il y en a qui vont dire rigueur, accueillant, euh, sens d'appartenance, le respect, l'intégrité. Il y en a qui vont mettre rigueur, il y en a d'autres qui ne le mettront pas, ils vont mettre. Mais chaque organisation va identifier les 3 à 5 valeurs qui lui sont propres, qui parlent aux gens qui sont investis dans cette organisation-là, mais qui aussi parle au monde pour qui vous allez les desservir, soit vos participants, vos participantes. Moi, je n'utilise pas le mot client, là. C'est quelque chose que pas que je bannis là, dans le milieu communautaire, mais je trouve que quand on dessert des gens, quand on offre quelque chose, on l'offre à des participants ou à des membres. Élaborer un modèle de gouvernance, en avoir un pour régir la chose. Ça peut être un peu difficile, mais en même temps, il y a du monde qui ont le goût de créer un modèle de gouvernance en partant de notions qui les animent. On va les regarder, certains modèles, tout à l'heure. Quelles sont les pratiques, là, spécifiquement en gouvernance, si vous pouviez en nommer une ou deux, que vous aimeriez focusser? Si demain matin, je vous disais, j'ai une baguette magique et on règle un problème de gouvernance chez vous, ça serait lequel? Je vais vous laisser voter. Maya, est-ce qu'il y avait d'autres questions en ligne? Non. Non. Non, c'est bon? Tout le monde est dans l'écoute? Parfait. Donc, ouverture d'esprit. Ouais. La personne qui a écrit, c'est toujours le fun d'avoir une première personne qui écrit. La personne qui a écrit ouverture d'esprit, ça te tente-tu d'allumer ton micro pour juste nous ajouter un petit complément? Oui, c'est Marianne de l'UCFO. Allô, Marianne, c'est agréable de t'avoir ici. Oui, bonjour. L'ouverture d'esprit, c'est que nos membres sont très, très âgés. C'est vrai que dès qu'on propose quelque chose, pourquoi ça a toujours marché comme ça depuis 1936, donc pourquoi changer les choses? Donc, c'est surtout ça. Et puis, non pas de nouvelles idées non plus, c'est ça qu'il y a, qu'il faut tout proposer et être très, très, très convaincant pour qu'elle puisse évoluer dans le sens du changement. Mais un petit pas à la fois, je pense. Exactement. Surtout une organisation. Oui, vas-y, Marianne, vas-y. L'autre jour, tu disais qu'on ne mange pas l'éléphant dans une bouchée. Oui. C'est que Marianne et moi, on fait partie d'un projet francophone autochtone et c'est l'organisme leader de la francophonie, Marianne, puis on parlait de ça, c'est qu'à un moment donné, on peut se donner de grands objectifs, mais il faut y aller par petits pas, parfois selon la réalité de notre organisation. C'est sûr que si vous avez une gang de jeunes de 20 ans, là, c'est pas les petits pas, là. Vous êtes mieux de courir parce qu'à un moment donné, ça ira pas assez vite pour les gens. Mais quand on est une organisation vieillissante comme ça, oui, il faut être capable de nommer le défi, mais trouver des pistes de solutions. Puis je pense que tu es vraiment dans une très bonne voie, Marianne. Mais on voit les autres sujets, la structure. Des fois, elle n'est vraiment pas claire. Moi, là, une des choses que je mets toujours dans mon atelier, puis c'est un exercice que vous pourriez faire dans n'importe quelle réunion, une fois dans l'année, ça prend 10 minutes. Vous donnez une feuille blanche à tout le monde, puis vous dites, là, on va faire ça en silence. Chaque personne dessine la structure de l'organisation. Je ne dis même pas le mot organigramme. À part si quelqu'un dit, c'est-tu l'organigramme que tu veux? Vous pouvez dire, oui, l'organigramme. Tu n'es pas bon en dessin, tu peux utiliser des mots. Donc, vous enlevez toutes les barrières et laissez faire les dessins. Je n'ai pas été dans une organisation où tout le monde avait le même dessin. Jamais.
c'est sûr qu'à la fin de la formation, quand on fait le dessin, pas mal tout le monde est capable de travailler sur un dessin collectif. Donc, d'avoir la compréhension de notre propre mécanique interne humaine, parce que c'est porté par des humains, hey, c'est vraiment pas clair. Donc, c'est sûr que quand il y a un conflit, ou qu'on n'est pas sûr à qui on devrait parler de tel sujet, puis qu'on ne sait pas comment ça marche. Puis il y en a d'autres qui vont dire hey, ça va me prendre au moins 2 ans là, avant de prendre ma place au conseil d'administration. Bien là, je m'excuse, on a besoin de toi aujourd'hui. Donc, nous, on a besoin de trouver des façons pour inclure plus rapidement les gens puis qu'ils se sentent à l'aise de prendre leur place. Donc, oui, tous les défis que vous avez mentionnés, la transparence, la mobilisation, la motivation, bien, je peux vous dire que si on est de plus en plus clair sur les éléments, sur les rôles, les responsabilités, sur l'image qui traduit notre organisation et qu'on prend le temps, pas à toutes les réunions, mais le temps de vraiment, 1 fois ou 2 fois par année, de se le rappeler et de se ramener à l'ordre. Quand on confirme des choses, puis qu'il y a quelqu'un qui part avec le ballon puis qui amène d'autres choses, on le ramène à jouer avec nous. Il ne s'en va pas créer un autre jeu, là. Il faut qu'il continue à faire partie de la même équipe. La gestion de conflits dans nos organisations, moi, je peux vous dire les pires choses que j'ai entendues, et je l'ai trop entendu souvent, c'est triste, c'est que les gens ont tendance à dire « Hey, on n'a pas besoin de mettre de l'énergie là-dessus, là, à part dans 6 mois. » Bien là, je m'excuse, mais à part dans 6 mois, elle peut se refaire réélire pour 2 ans. Tu sais, c'est comme, il y a des choses, puis le temps que ça dure, ce 6 mois-là, quelles cicatrices qui vont se faire? Parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, on disait qu'on tolérait certaines mauvaises pratiques qui font du mal aux personnes, mais qui font du mal à l'organisation et même à la communauté. Puis là, les gens, ben, s'ils quittent l'organisation puis ils vont ailleurs, ils vont aller dire « Ben non, j'étais dans telle organisation, ça marchait de même. » Ben là, je m'excuse, mais est-ce qu'elle amène la bonne pratique avec elle ou elle amène ce qu'elle pensait être une bonne pratique, qui est dans le fond vraiment quelque chose qui va peut-être nourrir les conflits? Puis il y a beaucoup de monde qui ont étudié les conflits dans nos organisations. Vous allez voir, on ne le regardera pas aujourd'hui, mais c'est dans mes dernières diapos, que si très rapidement on ne désamorce pas une tension, je ne parle pas de conflit, là, une tension, l'escalade qui passe de la petite tension à la frustration et éventuellement un petit conflit qui peut devenir un grand conflit, elle est très rapide parce que ce sont des humains, on est des personnes, puis ça nous touche émotivement, puis des fois, ça nous touche plus que juste émotivement. Et là, à un moment donné, on perd les pédales, puis si on n'a pas de ressources dans notre communauté pour nous aider à gérer, souvent c'est une ressource externe quand ça arrive là, bien, on a des méchants gros problèmes. Donc, il faut vraiment se donner les moyens de savoir décider, puis quoi décider, où décider, comprendre les rôles, les responsabilités et les obligations. Ce que j'ai remarqué dans mes petites recherches au niveau du temps du COVID, c'est qu'ils disent vraiment aux organisations, je ne sais même pas si plusieurs d'entre vous ont été voir plusieurs petits articles sur le sujet où est-ce qu'ils disent comment les entreprises sont affectées, comment les organisations sont affectées. En Ontario, ben, les Franco et les Anglos ne s'entendent pas, là, mais les Anglos disent que ça se peut que 35 à 40 des organismes communautaires ferment leurs portes. Les Franco disent que c'est 20 Faisons une moyenne, c'est qu'encore beaucoup d'organisations qui risquent de fermer leurs portes parce qu'ils n'ont pas la capacité de gérer la situation précaire dans laquelle ils vivent, puis il y a plein d'autres défis. Puis il y en a d'autres, ça va peut-être faire un petit ménage parce qu'on sait que des fois, il y a des organisations qui sont maintenues puis qui ne font pas grand-chose. Puis on se disait, bien, peut-être que ça serait le temps soit de les renouveler ou de passer à autre chose. Un autre défi, Sylvia a écrit pour avoir des agendas cachés. Ouais, moi, je t'avoue que j'ai appris ça à 25 ans parce que c'était pire dans ce temps-là, à mon avis. Il y en a toujours aujourd'hui. J'ai commencé à aller dans la toilette des gars. Parce que je trouvais qu'il y avait des fois, à la pause, il y avait du monde qui partait en pause puis qui revenait, puis la moitié des sujets étaient réglés. Je dis, voyons, j'ai été moi aussi à la pause puis à la toilette. Pourtant, je n'ai pas eu d'éclair de génie. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, il y a souvent les agendas cachés ou les autres espaces de conversation, des fois que l'on crée, ça peut être à la toilette, au resto, au café, puis que là, on règle certaines choses, puis que là, on revient, puis nous, on est rendu ailleurs. Mais est-ce que les autres membres de l'équipe ont cheminé puis sont rendus ailleurs? Mais les agendas cachés, quand on sent qu'on est en train de gérer une réunion avec des sujets sur notre feuille, puis que, oups, il y a des influences, des commentaires, c'est toujours un peu difficile à gérer. Mais il faut, moi, je vous le dis, puis je pense que plusieurs d'entre nous en ligne diront la même chose, quand on le sent, il faut apprendre, il faut avoir le courage puis ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais tranquillement les nommer, ces choses-là. Puis ça peut être le nommer, pas en dénonçant, mais les nommer en posant une question. Déjà, entre dénoncer puis crier, puis dire, est-ce qu'on pourrait clarifier telle chose? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que entre telle étape et telle étape,
il y a eu d'autres choses qui s'est fait. Je ne suis pas sûre, je ne l'ai pas vu, je n'ai peut-être pas eu les courriels. Tu sais qu'il n'y en a pas eu de courriel, mais tu ouvres, tu donnes le bénéfice du doute et tout d'un coup, c'est peut-être en train de désamorcer quelque chose un petit agenda caché qui était poussé par certains. Certains projets rencontrent des murs parce que les gens assument que l'on ne peut pas le faire plutôt que de s'adapter et essayer. Ah ben oui, Marie-Pierre, puis c'est drôle, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde, non pas, je dirais pas beaucoup, je ne peux pas généraliser, mais on dirait que dans tous les projets, il y a toujours quelqu'un qui a le pied sur le break, qui n'est pas mauvais en passant, hein, parce que qu'est-ce qui vous dit qu'elle, quand elle met le pied sur le frein, c'est pas elle qui a vu des choses, puis qu'elle les nomme, puis que ça nous oblige à réfléchir davantage ensemble pour trouver des réponses, puis que là, on soit vraiment meilleur avec nous-mêmes, puis en meilleure sécurité de passer à l'action. Donc, moi, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas généraliser. Moi, j'ai vu des gens qui avaient ce réflexe-là, puis à un moment donné, ça a été au bon moment et ça a vraiment aidé le groupe d'éviter une catastrophe et vice-versa. Ceux qui freinent tout le temps pour juste freiner parce que c'est la façon qu'ils ont choisi de prendre la parole dans le groupe, bien, à un moment donné, il faut gérer ça. On ne peut pas juste parce que ça va briser, ça va affecter la dynamique du groupe. Puis oui, Maya, ils peuvent continuer à écrire. Donc, ça, c'est ce que j'ai trouvé dans mes petites recherches en ligne. Pas perdre de vue quand même la mission de notre organisation. Pas essayer en temps de crise de dire on va changer là, parce qu'il y a tel besoin, tel besoin, tel besoin. Oui, on peut rajouter des compléments, mais de ne pas perdre notre vision de vue. Garder au cœur de toutes les discussions les ressources humaines. Vous ne pouvez pas savoir combien de personnes qui m'ont dit puis d'employer, même le dernier webinaire, c'était sur la gestion des ressources humaines, puis quelqu'un disait, mon superviseur, là, il accepte que je travaille à la maison, mais il ne va pas accepter que je ferme mon micro. Pourtant, elle ferme son micro parce qu'elle a un enfant à côté d'elle là, qui est en train de crier, elle ne ferme pas son micro parce qu'elle a quelque chose à cacher. Donc, tu sais, de prendre le temps de se donner, de se parler, de demander à son superviseur, sa superviseure, les nouvelles façons de faire, de trouver une façon. La chantier de l'économie sociale a sorti une pub il y a une semaine et demie, je la trouvais tellement appropriée. C'était juste ménagez-vous. Prenons soin les uns des autres dans le cadre de cette pandémie-là. Puis ça veut dire peut-être un petit peu plus d'écoute, mais ça veut dire aussi des agendas moins chargés. Plus on a un agenda chargé, si on maintient le rythme qu'on avait avant, puis qu'on ne l'a pas adapté, je m'excuse, mais est-ce qu'on fait de la place aux personnes et aux organisations pour qu'ils s'adaptent les deux dans le cadre de ça? Il y en a beaucoup qui ont choisi de se réunir moins. D'ailleurs, Alice, tu l'as soulevé au CA de l'atelier. Et c'est une belle logique, c'est une belle pratique qui a été dit parce que vu qu'on est moins actif, ben, on a peut-être moins besoin de se rencontrer. Donc, c'est une énergie qu'on peut capitaliser ailleurs. Puis Alice pourra nous le dire par rapport à l'atelier comment elle veut capitaliser sur une belle énergie qui va être mise en veilleuse et investie ailleurs. Des fois, il faut aussi pas juste se référer au plan d'action puis au plan stratégique. Il y a du monde qui ont besoin, quand on est dans un temps morose ou qu'il y a beaucoup de vagues, beaucoup de vent, beaucoup de défis, on a besoin de confirmer ce qu'on voit pas tellement loin du nez, tu sais, des objectifs à court terme. Moi, je travaille avec une équipe présentement où il y a eu beaucoup de défis et honnêtement, tous les lundis, on se donne les objectifs de la semaine. Puis là, je sens, là, on est sur le banc après quelques mois, là, on va être capable de se donner peut-être des objectifs au mois. Comme il s'est installé un feeling, excusez-moi l'expression, mais un feeling de on est capable de voir plus loin, on respire un peu mieux. Je ne sais pas si c'est à l'annonce du vaccin qui arrive ou je ne sais pas quoi, mais on sent qu'on peut se donner un peu plus de latitude dans notre planification et pas se garrocher toujours de regarder le plan d'un an. On se rend compte que c'est un stress de trop. Peut-être la DG ou le DG peut garder ça en tête, mais l'ensemble de l'équipe, des amener vraiment à focuser sur le court terme. La même chose pour le CA. Plutôt que d'annuler un événement, parce que là, le feeling, c'est « Ah, merde, ah, merde ». Tu sais, puis des fois, on n'ose même pas le dire, mais on le ressent. C'est peut-être de le reporter. Il y en a beaucoup. On a donné un atelier de design thinking à l'atelier d'innovation sociale, puis il y en a d'autres. Il y en a qui se sont vraiment, au lieu du 15 pages ou du 3 pages de planif stratégique, ils se sont créés et adapter une planif stratégique sous l'approche du design thinking. Une page, où est-ce que là, c'est plus facile à amener avec nous. On focus sur certains éléments. Il y a peut-être des mots qu'on va mettre en caractère gras parce qu'on ne veut pas les oublier. Puis focuser sur la stabilité, la continuité dans l'équipe et le conseil. Je vais animer, pas animer, c'est animer, présider. Je ne suis pas la présidente de l'organisation, une AGA prochainement. Et l'ensemble du conseil ont déjà eu beaucoup d'échanges avec les membres et puis plein d'autres réunions. Puis autant au sein de l'équipe de travail qu'au sein du conseil d'administration, ils se sont dit peut-être qu'on devrait
juste prolonger les mandats. Ils vont faire les élections, on va voir comment, tu sais, c'est quand même une approche démocratique, il n'y a personne qui impose rien à personne, mais pour qu'il y ait un certain vécu et moins de stress sur l'équipe de travail si tout le CA ou la moitié du CA change d'un coup. Où peut-on trouver plus d'informations sur le concept de design thinking? Ben, l'enregistrement du dernier atelier, ben, un des derniers ateliers. Sinon, écrivez à l'atelier, puis je vais vous donner plusieurs liens adaptés au communautaire, parce que le design thinking a beaucoup été adapté au milieu corporatif. Mais il y a de plus en plus d'outils collectifs de design thinking. Puis je pense qu'au lieu de réinventer à vous, c'est peut-être de partir avec ces outils-là. Je ne vous dirais pas de les utiliser tels quels. En prenez le temps. C'est le fun de créer ensemble. Là. C'est de dire, écoutez, c'est un bel outil, mais nous, on aurait-tu besoin de rajouter une colonne, de rajouter une ligne en bas, de rajouter de la couleur, de rajouter des éléments? Pourquoi pas? Tant qu'à se donner un bel outil comme ça qu'on va porter, puis on ne sait pas combien de temps qu'on va le porter, la majorité des organismes... Moi, je me servais du one-pager dans les planifs stratégiques depuis à peu près une dizaine d'années, puis je vois les organisations. Des fois, ils laissent le long texte sur la tablette, mais le one-pager, ils l'amènent à toutes les réunions d'équipe, à toutes les réunions de CA. Puis des fois, ils m'invitent à une réunion, puis je vois ça sur le coin de la table. Donc, ça devient un outil très, très pratique, puis il y en a qui le découvrent en temps de pandémie. Puis, il faut vraiment adapter nos communications. C'est vraiment critique. Les gens sont beaucoup plus dans des messages. Il faut que ce soit clair, précis, vulgarisé, mais aussi, il faut se rassurer, informer, tout en ne surchargeant pas. Mais si on revient à la gouvernance, ça, c'était vraiment ce qu'on lit dans la littérature, dans le vécu en temps de pandémie. La gouvernance, c'est un art, c'est pas une science, c'est pas... puis même là, on peut adopter ou pas adopter le terme, là, mais c'est dans la logique de si on était dans le même bateau, comme tout à l'heure, est-ce que chacun va de son bord ou on se donne un gouverneur? Si je vous amène au milieu d'un des grands lacs canadiens, puis je vous enlève votre gouverneur, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de vent? Vous allez rester là longtemps. Puis l'organisme, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un organisme va se donner toute la chance de faire ce qu'il veut, de toute la chance que les personnes qui ont aspiré s'investir dans cette organisation-là puissent vraiment se sentir utiles dans réaliser la mission et vision. Donc, les personnes qui se retrouvent dans un certain rôle de gouvernance vont influencer la conduite de l'organisation, vont donner une certaine direction. Il y a des CA, des conseils d'administration qui vont jouer un rôle très, très dynamique dans la direction. Puis il y en a d'autres qui vont prendre un petit peu plus de distance parce que l'équipe est forte, puis vont rester plus dans un rôle d'orientation pour donner une certaine direction d'ici 2 ans, 3 ans, 6 mois. C'est sûr aussi qu'une bonne gouvernance, c'est que ce n'est pas juste comment on va faire ensemble certaines choses à court terme, c'est aussi de manœuvrer, de maîtriser toutes sortes de situations, les bonnes comme les moins bonnes. Parce qu'il va y avoir certaines tensions. Répartir les pouvoirs. Une bonne gouvernance, c'est de prendre le temps, c'est oui, de clarifier les rôles et responsabilités, puis dans les rôles et dans les responsabilités, il y a certains pouvoirs que la loi nous oblige de reconnaître et d'assumer. Est-ce qu'on va... je vais vous donner l'exemple tout à l'heure, parce qu'il y en a qui vont frôler, ils vont respecter la loi, mais ils vont intégrer plus une approche de gestion collective, puis c'est correct, tant et aussi longtemps qu'ils font le minimum que la loi exige, ils sont en règle avec tout le monde. Toutes les lois, absolument, reconnaissent ces 4 éléments-là au niveau d'un conseil d'administration. Il faut que le conseil d'administration soit capable de donner une orientation, donc s'assure qu'il y a une vision claire. Il faut qu'il soit capable aussi de donner une orientation. Ce n'est pas écrit dans les lois que les instances de gouvernance vont diriger. Là. On n'est pas dans cette logique-là. Mais quand une organisation n'a pas d'employés, que ce n'est porté que par des bénévoles, assurément, il va y avoir des bénévoles qui vont être dans l'action. Puis il y en a d'autres qui vont être plus dans l'orientation. Donc là, c'est sûr que c'est interrelié. Mais quand il y a des employés et des gens qui se font élire sur un conseil d'administration, il y a un rôle et une obligation d'orientation, de surveillance. Quand on fait des demandes de subvention, le bailleur de fonds va nous demander qui, à quelque part, qui s'assure que qui a donné le pouvoir à quelqu'un de signer l'entente au nom de l'organisation, qui s'engage à produire le rapport. Oui, on délègue souvent ça à la direction générale ou à la coordination, mais à la finalité, c'est quand même le conseil d'administration qui est responsable de tout ce qui est signé au nom de l'organisation. Donc, il faut veiller au grain, puis on a un devoir de surveillance. Puis plus la relation est saine entre la coordination de la direction et le CA, plus c'est facile de se donner des outils de travail. On n'est pas là pour se taper sur les doigts, mais pour s'informer, pas se surcharger en information, mais s'informer. Puis, la direction peut aussi, de temps en temps,
lever les petits drapeaux jaunes puis des fois, ça peut être des membres. On a une obligation de rendre des comptes. Puis c'est vraiment pas juste à sens unique vers les partenaires financiers, les bailleurs de fonds, c'est aussi vers nos membres. C'est aussi avec nos collaborateurs, nos collaboratrices. Donc, la notion de rendre des comptes, dès qu'on a une entente avec les gens et que les membres du conseil d'administration sont fiduciaires de l'organisation de cette personne morale-là, il faut répondre, il faut dire si on le fait. Mais on se rend compte encore là, si vous regardez les différentes stratégies en gouvernance, on se rend compte qu'il y a une variété de principes, puis c'est vraiment un équilibre entre bien des éléments. Donc là, je ne vais pas lire tout ça, mais les différentes tendances en gouvernance présentement, on parle, oui, d'intégrité, d'éthique, mais de participation, on parle de transparence. Vous voyez les questions, les mots tout à l'heure, quand vous avez dit les grands défis, vous avez nommé la transparence, vous avez nommé plusieurs éléments, le leadership. Bien, si on veut avoir une saine gouvernance, ça veut dire que plusieurs de ces éléments-là, il faut apprendre à jongler avec, puis il faut se donner les bons outils pour le faire. La contrôle, le respect est toujours là, mais il y a bien d'autres affaires, la vision, la mission, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Donc, la gouvernance, c'est tous les processus, les moyens, c'est la saine gestion des ressources financières, humaines et techniques, c'est le pouvoir partagé, c'est l'engagement des membres, pas juste les gens qui vont se faire élire au CA, les membres qui viennent à l'AGA, là, puis c'est pour ça que c'est le fun. De plus en plus d'organisations font 2 AG par année. Ils font l'AGA pour toutes les questions d'affaires en respect de la loi. Puis il y en a plusieurs qui vont en faire une deuxième pour vraiment avoir une relation puis une communication directe avec les membres. Je ne dis pas que tout le monde le fait puis qu'il faut que tout le monde le fasse, mais j'ai vu, puis surtout dans les cohortes d'habitation, on voit ça souvent, bien, c'est intéressant d'avoir ce deuxième espace-là où est-ce qu'on n'est pas pogné à des obligations légales de respecter bleu, blanc, rouge, les étapes 1, 2, 3, mais qu'on peut faire de la place pour que les membres se parlent. Il y en a d'autres qui vont créer d'autres espaces, comme l'atelier, par exemple, présentement, créer des cercles. Ça arrive, Alice. J'ai ta diapo dans quelques secondes. Puis, une des choses qui est à la base de beaucoup de conflits, beaucoup de malaise dans nos organisations, c'est la conciliation des intérêts. On est des personnes, on vient dans une organisation parce que, oui, on a un intérêt dans la cause, dans la mission, des fois, on a d'autres genres d'intérêts, puis on adhère à quelque chose, puis là, ça devient une logique collective, puis là, on doit travailler ensemble pour protéger les intérêts collectifs. Dès qu'on n'est pas capable de concilier les intérêts personnels et les intérêts collectifs, je peux vous dire tout de suite, puis ça, c'est là qu'on a la gestion de conflits, puis les conflits d'intérêts, puis tout ça, puis plein d'autres choses. Ça, c'est la pointe du glacier, là, quand on dit conflit d'intérêts, il y a plein d'autres choses qui peuvent émaner d'une mauvaise conciliation des intérêts entre les membres et l'organisation, puis les participants et tout ça, on peut avoir un certain problème. Donc, une super bonne gouvernance, j'ai repris certains éléments dans les pratiques. Tous ceux qui avaient de très bonnes pratiques de gouvernance, ça gérait bien, moins de conflits, on a les bons outils. Quand on a un conflit, on sait comment le gérer dans le temps. On retrouvait plusieurs de ces éléments-là. Donc, je vais voir avec vous si pour avoir si on a une super bonne gouvernance pendant quelques années ou pendant 1 an, est-ce qu'on aura réellement ce genre de résultat-là? Si vous n'êtes pas d'accord, ça va être pas du tout. À moitié d'accord, ça va être sans doute dans le milieu. Puis tout à fait d'accord, mais ça sera sans doute le vote extrême. Là, Mélanie, pendant que le monde vote, je vais aller voir la question de Mélanie. Est-ce que tout le processus opérationnel doit être mis en place pour intégrer le CA permanent ou demeure dans le consultatif avec les employés? Ben, écoute, ce qui est dans la cuisine devrait rester dans la cuisine. Ça dépend d'où vous venez. Là. Chez nous, en Ontario-Français, on appelle ça la cuisine. Dans le côté opérationnel, habituellement, si on a des employés et si on a un conseil d'administration, habituellement, l'opérationnel reste là. Oui, Maya? Je suis en train de répondre à une question en Alors, nous ligne. avons une question. Est-ce que tout le processus opérationnel doit être mis en place pour intégrer le CA permanent ou on demeure dans le consultatif avant les employés et la structure physique? Merci, Maya. J'essayais juste en même temps que tu essayais de me montrer tes mains, j'y répondais, mais on était sur la même longueur d'onde. C'est le fun. Ceci dit, plus que l'opérationnel reste à l'intérieur de l'équipe de travail, que ce soit la direction générale ou la coordination qui gère son équipe dans la mise en œuvre de toutes les décisions, c'est bon. Il y a différentes cultures de gouvernance. Il y a des gouvernances qui sont beaucoup plus axées sur l'action. Puis on va les regarder là, tout de suite après ce vote-là. Vous allez voir, on rentre dans le vif. Il y en a qui vont être beaucoup plus participatives, où est-ce que le pouvoir va être partagé. Puis oui, il pourrait avoir un peu d'opération, mais
tant et aussi longtemps que c'est clair, tant et aussi longtemps qu'on le nomme, tant aussi longtemps qu'on l'identifie où est la ligne pour voir la complémentarité. Pas la ligne pour dire je ne te pilerai pas ses orteils et tout ça. Non, c'est la ligne pour dire pour être efficace ensemble, on clarifie nos rôles et responsabilités. Mais habituellement, grande majorité du temps, l'opérationnel reste au sein de l'équipe de travail. Puis là, quand on dit pour intégrer le CA permanent, il faudrait juste que tu rajoutes un complément. Mélanie, qu'est-ce que tu veux dire par un CA permanent? Ça, tu l'ajoutes ou tu lances ton Je micro? crois que ça va être plus simple au Ah, verbal. allô! Bonjour, Madame Côté. Donc, nous, c'est une transformation bien particulière. Vivre et grandir autrement. En fait, ça fait 6 ans que ça existe. C'était une entreprise privée. C'est une collaboration interministérielle complexe pour la clientèle TSA de niveau 3. Quand je dis complexe, c'est vraiment un grand coup de marteau sur ma tête, porte qui ouvre, porte qui ferme au niveau politique. Cela dit, il y a un CA provisoire qui est mis en place depuis qu'on a obtenu nos lettres patentes et compagnie du NOBNL. On voulait faire siéger un CA permanent avec justement une belle variété de collaborateurs. Et lorsqu'on est arrivé pour siéger, bon, on a vécu l'hostilité d'une personne qui ne devait pas être là. Mais cela dit, les gens ont fini par dire que puisque toutes les collaborations et les petits détails n'étaient pas finis dans le processus, on n'était pas prêt à la mise en place d'un CA permanent. Donc, c'est vraiment ce niveau-là que je veux bien comprendre parce que, bon, oui, on est dans l'innovation, le côté créatif aussi. Je trouve ça important de mettre en place une gouvernance justement qui est plus moderne, démocratique et ouverte sur le futur. Donc, c'est pour ça ma question. Oui. Mélanie, merci beaucoup pour la question. Puis, tu vas voir dans les différents modes de gouvernance parce que moi, je ne suis pas là pour prôner plus un mode que l'autre. Je pense qu'il faut trouver l'approche qui sied bien à la culture de notre groupe. Le CA provisoire qui va passer au CA permanent, tu as mis le doigt dessus, par exemple. Il ne faut pas se surcharger dans la création de nos textes, mais il y a des textes fondamentaux qui nous donnent la chance de bien lancer la mise en œuvre entre le moment provisoire puis le moment vraiment de lancer officiel puis d'élection du premier conseil d'administration. Donc, ces textes-là, si on ne les a pas, les minimums, ben, des fois, on peut avoir des méchantes surprises. Là. Puis des fois, c'est une personne. Ce qui est intéressant, Mélanie, tu as dit une personne. On peut voir à quel point, même dans une démarche collective, comment une personne peut avoir du poids et carrément créer une dynamique où est-ce que là, tous les autres sont mal à l'aise et tous les autres freinent. Pourtant, 90% du monde aurait été peut-être prêt à avancer. Sauf que c'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être elle qui a posé la question, quand peut-être elle l'a fait de façon maladroite, mais à un bon moment pour vous permettre de définir ou d'élaborer les outils que vous avez besoin pour bien gérer ensemble puis faire la mise en œuvre. Ou peut-être c'est elle qui est carrément à côté de la traque puis que les autres étaient déjà prêts à passer à l'action puis que c'est elle qui n'est pas, comme tu dis, à la bonne place. La seule chose que, parce que j'ai beaucoup accompagné, puis même moi comme bénévole sur des comités où est-ce que j'étais sur le comité provisoire, j'en suis sur un, là, on est en train de sauver nos journaux régionaux, tous les journaux au Québec. Bien, il y en a un qui siège à cheval, à Gatineau, Ottawa. Donc, moi, je suis sur le côté québécois, ontarien pour la coop Le Droit. Et on est dans une démarche d'un comité provisoire, puis éventuellement, ça va se transformer en un CA permanent. Puis, je vous avoue qu'on est en train de travailler sur les textes de base parce qu'on voit déjà qu'il y a des intérêts corporatifs, il y a des intérêts des travailleurs, il y a des intérêts de la communauté. Puis, on se dit, oh, il y a des choses qu'on ne clarifie pas, il va y avoir du tirage de couverture ou un problème. Puis, on ne veut pas aller là. Donc, on va regarder dans les modes de gouvernance dans quelques minutes. Ceci dit, ça, c'est un dessin, c'est plate de présenter un dessin, là, mais ce sont vraiment les principaux éléments qu'on voit dans presque toutes les structures. On a une communauté, on ne crée pas nos organismes sur la planète Mars. De la communauté, il y a des gens qui vont se rapprocher de nous, qu'on va recruter, ils vont adhérer, ils vont payer une cotisation. Des fois, il n'y a pas de cotisation, mais ils vont choisir d'adhérer comme membres. Ces membres-là ont un pouvoir, dans le cadre de l'instance suprême qui est l'Assemblée générale annuelle, d'élire le conseil d'administration. Les membres ont, en passant la nouvelle loi en Ontario, puis ça risque d'être la même chose si vous refondez la loi au Québec, on a tellement dilué le pouvoir des membres à travers le temps parce qu'on donne tellement de pouvoir au CA, parce que c'est le CA qui fait la job entre deux AGA, que les nouvelles lois ont redonné un pouvoir beaucoup plus clair aux membres. Puis c'est pas juste l'AGA, il y a plein d'autres éléments. Donc, je vous invite vraiment à aller voir soit les nouvelles lois, ou dépendamment où ce que vous vivez, ou les bauches de loi peut-être au Québec qui va être en train de se créer.
Donc, c'est l'instance suprême. On élit un conseil d'administration. Parfois, il y a un comité exécutif. Parfois, il y a un comité de direction. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y a des comités. Parfois, il n'y en a pas. Parfois, il y a des cercles. Parfois, il n'y en a pas. Donc, ça dépend encore là de comment on a le goût de mobiliser. Seulement, un conseil d'administration a le pouvoir de créer des comités pour alléger son travail. Ça, c'est reconnu dans toutes les lois. Et s'il y a les capacités, bien là, on va voir la section en bas, est-ce qu'il va y avoir soit une coordination, une direction générale de l'employé. Je pars avec un dessin super neutre comme ça, puis que là, le monde peut carrément, des fois même, j'ai découpé des morceaux, puis là, les gens les mettent un peu comme ils veulent, ou des fois, on part d'un autre dessin, de leur dessin, puis après ça, j'amène ce dessin-là pour voir qu'est-ce qui est pareil, pas pareil. Mais juste pour que les gens, à la fin, chez eux, il y ait un dessin de comment, au sein de cette organisation-là, qui est là. Moi, j'invite les gens même d'écrire leur nom à la place où est-ce qu'ils sont impliqués. Puis des fois, ils sont impliqués à 2, 3 places. Puis des fois, on a des membres qui travaillent très près avec les employés. Donc, il y a des membres en haut, puis là, tout d'un coup, il y a des membres en bas parce que là, ils prennent leur chapeau de bénévole actif pour réaliser des projets. Puis encore là, moi, hier, on parlait avec une organisation où est-ce qu'on est en train de dire aux employés, la présidente, quand elle vient au bureau, elle ne peut pas te donner des ordres. Tu es sous la supervision de la direction générale qui s'assure que tu as une charge normale de travail. Et si les membres du CA t'arrivent et tu commences à te donner des ordres, la première fois, on le laisse faire parce qu'on se dit, oh, elle ne leur fera pas, mais très rapidement, ça devient une habitude et très rapidement, ça devient une tension. Puis très rapidement aussi, il y a des membres de l'équipe qui vont avoir le goût de démissionner. Oui, vas-y, ma chère. Juste, Sylvie dit, puis c'est une question intéressante, que j'avais commencé à répondre dans le chat, puis après ça, je me suis dit, bof, c'est peut-être plus intéressant à voix haute. Selon moi, la DG a la responsabilité d'assurer une bonne gouvernance, donner l'exemple, être un bon leader. Moi, j'ai mes propres opinions là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, les DG dont j'en suis ont une grande responsabilité, étant souvent, surtout dans les petites organisations, les seuls employés, ou en tout cas parmi très peu d'employés à temps plein. Donc, c'est sûr qu'il y a une grande responsabilité. Par contre, il faut que ce soit une responsabilité partagée avec le CA. Les administrateurs, administratrices ont des devoirs fiduciaires et légaux aussi, n'est-ce pas, en termes de gouvernance. Donc, il faut que ce soit partagé, c'est sûr. Et puis, souvent aussi, dans les petites organisations, bien, le CA, je donne par exemple l'exemple de l'atelier, qui est une jeune organisation, bien, le CA joue aussi un rôle très structurant. C'est pas juste l'équipe qui fait vivre cet espace-là. Donc, réponse nuancée pour moi. Je ne sais pas, Ethel, toi, ce que tu as envie de dire là-dessus? Assurément, la direction générale doit être un bon ou une bonne leader. Elle assume un rôle de leadership un peu en sandwich vers le CA et en soutien au CA, puis vers l'équipe de travail. C'est rare. Tu es membre ex officio au sein du conseil d'administration, donc tu fais partie de la gouvernance de l'organisation, mais tu n'as pas la gouvernance sur tes épaules. La gouvernance est réellement une responsabilité partagée, mais oui, comme tu as dit, avec l'ensemble du conseil d'administration. L'obligation légale repose sur les épaules du CA. Donc, à la fin de la journée, pas que tu pourrais faire une gaffe puis tu ne serais pas réprimandé ou tu as demandé de rectifier ou des choses comme ça, mais le CA doit suivre de près. C'est ça les 4 fonctions de base là, que je mentionnais tout à l'heure. Le souci de surveillance, c'est plus dans un souci de travailler efficacement puis d'éviter qu'il y ait des problèmes. Mais tu as raison, la seule chose, c'est ça. La gouvernance n'est pas sur les épaules seulement de la direction générale, loin de là. Elle doit vraiment être plus sur les épaules des membres du conseil d'administration et la direction générale. Donc, la loi, toutes les lois nous obligent d'agir de bonne foi. Ça, c'est vraiment rajouté dans plusieurs textes de loi. C'était nuancé avant, c'était comme en 2 lignes. Puis un texte de loi, c'est déjà si aride, donc des fois, les avocats interprétaient ça d'une certaine façon. Là, c'est carrément écrit dans plusieurs lois. On doit agir de bonne foi pour le bénéfice puis l'objectif du bien de l'organisation. On ne doit pas commettre d'abus de pouvoir. Ça aussi, hey, on le disait tout dans nos formations en gouvernance, mais plusieurs des lois l'ont carrément écrit aussi simplement que ça. Donc, on va voir éventuellement la loi au Québec, ça, avec preuve de non-discrimination envers les personnes impliquées dans l'organisation. Puis, on a des devoirs, l'obligation de diligence, d'agir de manière prudente, obligation de loyauté, devoir de loyauté envers nos propres textes, envers la loi, envers les règlements, envers nos employés, envers nos membres, mais on perd aussi les textes puis les intérêts de l'organisation, puis l'obéissance, nos textes et tout ça, nos politiques et tout ça. On a vraiment la diligence, la loyauté et l'obéissance maintenant, c'est vraiment aussi intégré dans les pratiques. Là, je vais sauter parce que je veux vraiment vous amener aux différents types.
Il y a plein de modes plus straight que ça, là. Le plus straight que j'ai mis dans ma diapo, c'est la gouvernance stratégique de Roméo Malenfant, le Québécois qui a écrit un livre, il en a peut-être vendu 1 million. Ben, des organismes ne jurent que par ce livre-là. Moi, je peux vous dire, j'ai une page, si jamais ça vous intéresse, c'est les 18 trucs de Roméo Malenfant, une page, et je peux vous la donner, vous allez vous sauver un livre. Il y en a qui l'aiment, ça rejoint. Marianne, ça risque de bien répondre à certainement de tes membres, mais la petite feuille synthèse peut aider. Mais il y a la gouvernance par politique. Il y en a qui aiment bien ça. Là. Ils sont plus dans l'orientation, ils sont très loin de l'opérationnalisation, qui est quand même bien pour plusieurs organisations. Donc, eux autres, ils sont vraiment dans l'orientation. Il y a la gouvernance partagée. Là, j'ai mis un texte qui vient de l'Université du Nou. Il y a la gouvernance démocratique avec énormément d'excellents outils, comme je vous le disais, au CSMO, où est-ce qu'on parle de l'égalité plutôt que la hiérarchie, de la participation plutôt que la centralisation, de l'autonomie, de l'initiative et la créativité plutôt que la subordination et le contrôle. Et vraiment, ce que je trouve le fun au Québec, puis moi, j'essaie de contaminer la francophonie canadienne, c'est que ça devient un peu comme les bonnes ressources là, qui sont en ligne présentement. Il y a beaucoup de références, les gens semblent les utiliser. Moi, en tout cas, je les utilise dans toutes mes formations, puis il y a vraiment de beaux outils par rapport à ça. Donc, on voit qu'il y a le modèle pyramidal, sociocratie, tout ça, puis si vous pouvez lire sur le sujet, c'est vraiment génial. Mais quand on est dans cette logique-là différente, c'est pour ça que je suis sur le CA de l'atelier, puis là, j'entendais, c'est fun, gouvernance partagée, puis des fois, les Franco, on est tellement bon pour compliquer la sauce, là, moi, je regarde les entreprises d'économie sociale. En francophonie, on a comme 10 termes sous l'économie sociale. Quand au Canada anglais, ils en ont 2. Ils se perdent moins que nous autres. Nous autres, on a tendance on joue beaucoup avec les mots de notre belle langue. Le mouvement en transition dans lequel je fais partie depuis 2013 utilisait cette logique-là, Alice, des cercles. Nous, on appelait ça des bulles, des comités, on appelait ça des constellations, parce qu'une constellation, c'est qu'on les crée selon le besoin, selon la mobilisation des personnes et le besoin de parler de quelque chose pendant le temps. Et une constellation s'évapore si le besoin n'est plus là. Puis là, ça se traduit beaucoup plus dans la logique de la gouvernance partagée. Mais ça, c'est un dessin qui vient de CSI. Tout le Center for Social Innovation a été pensé, conçu il y a 15 ans passés avec cette logique-là on crée des espaces de conversation pour mobiliser nos membres. C'est le fun parce que plus on le fait de façon assez éclatée comme ça, mais assez organisée, à un moment donné, on a bien du monde qui partage la même vision. Puis à un moment donné, on n'a plus de problème de recrutement. Au contraire, on a une liste d'attente de gens qui ont le goût d'aller vivre d'autres expériences dans la structure, que ce soit sur le CA ou comme employé. C'est sûr qu'il y a un espace de chaos. Il faut être très à l'aise parce qu'il va y avoir des moments où on risque de sentir qu'on a les 2 pieds dans la boîte, mais ça fonctionne. Puis il y a plein d'outils sur comment on peut gérer ça. Ça demeure qu'à la fin de la journée, il faut avoir nos bons textes en loi. Les gens se retrouvent parce qu'il y a une attraction magnétique, il y a un écosystème qui se crée, on sent qu'on fait partie de quelque chose et que notre apport est important. Il faut être un peu à l'aise avec le chaos, au moins certains d'entre nous. À un moment donné, il faut s'engager à mettre de l'ordre dans notre chaos, sinon on va aller nulle part, on va rester les 2 pieds dans la boîte. On va être clair à un moment donné sur où va se vivre la gouvernance, un certain leadership, puis encore là, comment il va être partagé avec les autres entités. Donc, vision partagée. Ça se peut qu'il y ait d'autres parties, les unusual suspects, les gens qu'on n'a pas tendance à amener à la table. On risque d'avoir tendance à dire « Oh, on crée une bulle pour parler de tel sujet. » Oui, mais ils ne sont pas membres chez nous. Oui, mais on a besoin de leur expertise. Automatiquement, ce genre de façon de faire pour bâtir puis nourrir notre organisation, souvent, on fait en sorte qu'on va chercher du monde qui ne sont pas dans notre réseau. Ça amène beaucoup d'énergie. L'Internet aide beaucoup pour créer ce genre de scénario-là. Alice, rapidement, il nous reste 2 minutes et demie. Puis après ça, je vais aller rapidement juste montrer les diapos. Je te laisse aller pour les cercles. Ben, je ne vais peut-être pas en parler longtemps. En fait, je pense que ce à quoi ça réfère, ceci, c'est un nouveau mode, en fait, pas de gouvernance parce qu'on garde notre CA, on ne fait aucun changement à nos règlements généraux, mais c'est plutôt une suggestion qu'on a fait pour augmenter la participation puis gérer notre vie démocratique avec nos membres, pour répondre un petit peu à une tension que je trouve qui est toujours existante dans les organisations où il faut pouvoir donner aux membres puis aux gens qui s'impliquent
plus que des listes de tâches, tu sais, pour changer un peu, dans le fond, le mindset de j'ai envie de faire des choses, mais à qui il faut que je parle, à qui il faut que je demande une permission, tout ça, je trouve que ça tue un peu l'initiative. Fait que l'idée qu'on a avec les cercles, en fait, qui est basée sur un mode de gestion inspiré par la sociocratie, c'est que chaque cercle est indépendant dans son organisation et dans les activités qu'il souhaite organiser. Et les activités des cercles vont être appuyées par un budget participatif, donc, et qu'ils vont décider de dépenser aussi de façon indépendante. Ça règle deux points de tension qui, pour moi, comme DG, étaient là, c'est-à-dire de moi, pas avoir la pression de ne pas être capable de répondre à toutes les demandes qui viennent vers l'équipe de travail, puis de ne pas bloquer les initiatives, en fait, tu sais. Puis c'est ça, de donner plus d'outils, plus d'envie aux gens de faire des activités. Donc, pour moi, c'est un petit peu différent de la gouvernance classique, qui est celle du CA, qui ne change pas. On garde un CA qui a ses mêmes responsabilités au niveau financier, au niveau fiduciaire, au niveau des ressources humaines. Donc, le CA continue d'être responsable d'engager puis d'évaluer la DG. Mais c'est bien excitant. On a bien hâte de voir où ça s'en va. Puis vous voyez ici les cercles, dans le cadre de la GA, on a créé des cercles thématiques. Dans le mouvement de transition, on ne crée pas de thème. Les gens s'associent parce qu'ils vont nommer, c'est un peu comme le forum ouvert, certains sujets qui les intéressent. Et après ça, ils vont se regrouper, comme je disais tout à l'heure, parce qu'ils ont le goût de travailler ensemble puis d'avancer dans ce sujet-là, toujours en lien avec les éléments clés. Il y a plein de leçons apprises par rapport à ça. Je veux juste vous laisser, quand Mélanie disait quels sont les outils qu'on doit avoir pour être capable de faire une belle mise en œuvre puis des suivis, bien, c'est sûr qu'il faut avoir une copie de la loi quelque part sur notre poste de travail, des statuts qui sont vraiment en lien avec notre réalité aujourd'hui. Vous démarrez, donc ça va être très fidèle, mais il y en a qui ont des statuts d'il y a 30 ans, quand aujourd'hui, puis la mission de leur statut n'est pas ce qu'ils font au quotidien. Donc, il faut avoir une cohérence dans nos textes, parce que le gouvernement a toujours notre document qu'on a déposé il y a 30 ans. Si on n'a pas envoyé des modifications, le gouvernement et les bailleurs de fonds peuvent se référer au texte qui est très loin de la mission qu'on a quand on soumet une demande de subvention, puis même avec nos membres. Règlement administratif, c'est ça le règlement, là, c'est le miroir de la loi, mais dans notre langage à nous. Parce que c'est ce document-là qui va nous permettre de gérer en respect de la loi. Donc, il faut s'assurer que ce soit le miroir de la loi, mais on ne prend pas le texte de la loi. C'est un texte qui est super plate, ardu, même s'ils l'ont amélioré. Ça demeure plate longtemps, puis il y a plein des articles qui ne touchent pas tout le monde. Donc, on va chercher les articles essentiels, puis on peut se retrouver avec un beau document d'une dizaine de pages simple, efficace. Des politiques, bien, j'ai travaillé avec un organisme qui a eu une crise. Puis je leur ai demandé, envoyez-moi tous vos textes. Il m'a envoyé une banque de politiques pour me rendre compte que le problème qu'il y avait déjà une politique pour régler ça. Puis je leur ai dit, bon, mais là, j'ai peut-être mal compris le problème. On a commencé à faire un tour de table, on l'a nommé. OK, tout le monde l'a compris. Ben, j'ai dit, regardez, dans telle politique, vous avez... Ben, les membres du CA, il n'y avait pas personne qui savait qu'il y avait des politiques parce qu'ils ont été créés 2 CA passés, puis il y a eu un changement de DG, puis ces ressources-là n'avaient pas été partagées. Donc, des fois, on a de bonnes ressources ou on n'a pas de ressources, puis il faut les créer, des procédures. Encore là, dans les prochaines diapos, vous allez voir les liens entre les différents éléments. Donc, au fur et à mesure, vous allez trouver des pistes, que ce soit pour résoudre le conflit, oups, on ne les voit plus, mais quand vous allez voir, que ce soit la gestion de risque, l'organisation des réunions, tous ces éléments-là avec 1 ou 2 ou 3 outils pour chacun des outils que je vous disais essentiels à avoir. Il ne faut pas surcharger, il faut juste se doter des bonnes ressources pour notre organisation. Éviter le copier-coller parce que des fois, on copie l'erreur du voisin au lieu de la bonne pratique du voisin. On peut s'en inspirer, mais faisons nos devoirs de dire, ça, ce texte-là, il doit nous ressembler, il ne doit pas ressembler à une autre gang, il doit nous ressembler, puis vraiment de s'assurer qu'on a la rigueur. Quelqu'un a utilisé le mot rigueur tout à l'heure, pour qu'on ait de bons outils pour gérer ensemble, régler nos conflits ensemble, construire ensemble, rêver ensemble, mais surtout avoir du fun ensemble parce que notre communauté a vraiment besoin de toutes nos organisations. Merci. Merci beaucoup, Ethel. Alors, on va envoyer, comme Aya l'a dit au début, par courriel les liens, la présentation, etc. Donc, ne vous en faites pas pour ça. Un courriel va suivre dans les prochains jours. On vous remercie beaucoup pour votre temps. C'est toujours un plaisir de passer nos heures de dîner avec vous les jeudis. Et puis, on vous invite à voir nos prochaines éditions. On est encore là pour les 2 prochaines semaines avec notre série outillée d'innovation sociale.
Passez une bonne journée tout le monde.